Bienvenue sur Objectif Reconversion. Moi, c'est Julien, le cofondateur de City Life. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir se réinventer et de vivre plusieurs vies professionnelles. Ça a été mon cas et ça sera peut-être aussi le tien. Mon souhait à travers ce podcast est de mettre en lumière des personnalités inspirantes qui ont un jour osé changer de vie. Ces témoignages t'aideront peut-être même à franchir le cap de la reconversion professionnelle. Je te donne rendez-vous tous les mardis pour un nouvel épisode. N'hésite pas à t'abonner sur ta plateforme favorite. Je te souhaite une très bonne écoute. Salut Guillaume. Salut Julien. Je suis très heureux de t'accueillir dans ce podcast-là. Je t'ai découvert grâce aux réseaux sociaux et surtout Instagram. On y viendra après. Première question, comme tous les invités. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Alors écoute, d'abord merci de me recevoir. Avec plaisir. C'est cool. Aujourd'hui, je fais de la marqueterie de paille. C'est un artisanat d'art qui était peu connu, qui se démocratise, et moi ma spécificité c'est d'en faire un peu plus de l'art, et sortir un peu de l'artisanat proprement dit. On y viendra après parce qu'effectivement tu fais des très très belles pièces, des très très beaux tableaux, et t'es maintenant reconnu vraiment pour ça. Mais si t'es là aujourd'hui, c'est qu'avant de faire de la marqueterie de paille, t'as un tout autre parcours, et sacré parcours parce que moi je le connais. Et ce que je te propose, c'est qu'on fasse machine arrière et qu'on revienne Guillaume dans son adolescence, en tout cas. Quelles études t'as fait jeune? Alors, le Guillaume de 15 ans, il voulait être pilote de chasse. Parce que depuis tout petit, je baignais dans les avions. J'ai un oncle qui était pilote de chasse, et mon père, lui, qui devait l'être, mais s'est fait réformer à cause de problèmes aux yeux. Et mon oncle, ça a été le premier pilote à avoir des lentilles de contact. Et donc moi j'étais depuis tout petit sur les bases, etc., machin, tous les salons, dès qu'il y avait un meeting et tout, on y allait. Mais c'était devenu un rêve, plus qu'un rêve, c'était c'était l'objectif. L'objectif d'une vie, ouais. Voilà. Ouais. Et je le ressentais au plus profond de moi-même. Et en fait, mon oncle pouvait m'aider, si tu veux, à passer des étapes pour faire la formation de pilote, etc. Après, t'as une sélection qui est draconienne, etc. Mais en fait, j'ai de peur qu'on me brise ce rêve et cet objectif de vie. En fait, c'est la première erreur que j'ai faite dans ma vie. Et c'est une cicatrice encore aujourd'hui. J'avais les dossiers à remplir, pré-remplis, et juste à signer en gros. Et je n'ai jamais fait l'étape d'après, c'est-à-dire les envoyer et passer les sélections, etc. De peur qu'on me dise un non. Ouais, c'est fou, c'est que t'as arrêté ton rêve par peur que quelqu'un d'autre te le brise. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est vraiment une cicatrice. Je n'aurai jamais de réponse sur ça, et il y a rien de pire en fait dans la vie, et je me suis juré ce jour-là, parce qu'après t'as une question d'âge qui rentre en ligne de compte et tout, et que passer la limite d'âge c'était fini de toute façon, mais je me suis juré que c'était le premier et dernier regret que j'aurais dans ma vie en fait. Et tu l'as vite compris, t'as vite ressenti ce regret là, ou finalement c'est des années après où tu t'es dit... Des années après, ouais. Ouais, tu t'en es rendu compte après. Je m'en suis rendu compte après, parce que en fait, ça c'est arrivé à 16, 17 ans, etc. J'avais encore mon père à l'époque, et à l'époque, si tu veux, moi, le parcours qui m'était destiné, mes parents, c'était les grandes écoles, fallait faire bac scientifique, maths sup, maths spé de préférence, ou une école d'ingénieur, voilà. Et moi, je voulais juste piloter. Voilà. Mon oncle, lui, il a fait Salon de Provence. Salon de Provence, c'est l'élite des pilotes, sans jugement. Voilà. Moi, à la limite, ça m'intéressait même pas. Moi, c'était piloter. Voilà. Okay. Donc, sans passer par maths sup, maths spé de préférence. Mais bon, bref. Et donc, j'ai quand même suivi le cursus qui m'était imposé, on va dire ça comme ça. Sans forcément briller. J'ai loupé le bac, j'ai redoublé 2 fois, j'ai loupé j'ai eu le bac la 2e fois.
mais en fait, j'en voulais à mes parents de me choisir une vie que je voulais pas. Et à part piloter, c'est tout ce que je voulais, si tu veux. Ouais, au niveau des études, tu te sentais pas dans le bon chemin. En fait, c'était plus un chemin qu'on t'avait tracé par tradition un peu familiale. Exactement. Que plus toi, ta volonté et ta vocation réelle. C'est ça. Bon, ce qui est ultra intéressant parce qu'on va le voir dans ton parcours. Finalement, tu vas te chercher et donc trouver cette fameuse voie plus tard. Tu loupes ce rêve. En tout cas, tu te prives d'une certaine manière de ce rêve. Qu'est-ce qui se passe après et vers quelle direction tu te... Donc, ne faisant pas, si tu veux, les démarches nécessaires pour être pilote, j'ai toujours fait du sport, du basket, et toujours aimé ça. Et je m'étais dit, je vais me diriger dans le sport et faire kiné dans le sport. Donc après l'obtention de mon bac la deuxième fois, ric-rac, voilà, je décide de faire une première année de médecine. Okay. Donc là, tu pars de chez tes parents où t'es nourri, logé, blanchi, t'as que les bons côtés, les inconvénients, enfin t'en as très peu, voilà, et t'es lâché dans la nature, dans un appart, dans une nouvelle ville avec tes potes à côté et tout. Donc la fac, ça n'a pas été le meilleur choix, enfin voilà. Surtout fac de médecine première année, c'est un peu costaud. C'est costaud. J'ai plus passer mon temps à faire la fête que aller en cours, voilà. Et en fait, ce qui a le premier événement majeur dans ma vie, ça a été la perte de mon père pendant cette année-là, en fait. Okay. Et ça a tout remis à plat, en fait, parce que voyant qu'à la fac, si tu veux, j'avais rien à espérer vu l'implication que j'y mettais. Je m'étais dit, je vais partir sur une école en Belgique où là, pour le coup, tu intègres directement l'école. C'était comme ça à l'époque. Maintenant, c'est un peu moins le cas, mais tu intègres l'école. Tu fais tes 4 ans d'école, il n'y a pas de sélection à l'entrée et de concours à avoir, et tu sors kiné, si tu fais ce qu'il faut, bien évidemment. Et donc, on devait partir en Belgique avec des potes, etc. Et pendant cette année-là, j'ai perdu mon père, et en fait, j'ai toujours eu des rapports conflictuels, et notamment parce que on me choisissait une voie, voilà. Mais mon père, c'était, si tu veux, c'était toujours ma ligne jaune, en fait, et que je dépassais. Voilà, mais j'avais toujours un rappel quand je la dépassais, et voilà. Et du jour au lendemain, je l'ai perdu. Ça a été assez brutal. C'était pas évidemment pas prévu, mais quelqu'un en bonne santé, etc. Ça me permet de lui rendre un peu hommage aussi. Et aujourd'hui, enfin, si j'en suis là, c'est un peu parce qu'il m'a donné cette force-là et les valeurs et ses valeurs. Et en fait, je me voyais plus être capable de partir loin de ma famille, en fait. Et donc je me suis replié sur moi-même, mais vraiment littéralement. J'ai une petite sœur et un petit frère. Ma petite sœur, on a 2 ans d'écart, et mon petit frère, on en a 10. Okay. Donc avec ma sœur, on est les opposés. Avec mon petit frère, c'était, même si on avait 10 ans d'écart à l'époque, moi j'en avais 20, lui en avait 10, mais même 9, ça a été, enfin, on était tout le temps fourrés ensemble, enfin bon bref, et puis il était tout le temps avec mes potes, enfin même s'il était petit, puis après ça s'est pérennisé, mais voilà. C'est le petit chouchou qui était avec tous les potes, etc. Voilà, exactement. Et du coup, je l'ai, en fait, en me renfermant sur moi-même, je l'ai pas vu grandir. Okay. Et cette période-là a duré, mais vraiment dans une bulle hermétique où j'avais très peu enfin, je voyais presque plus personne, mes potes, j'ai erré dans ma vie. Ouais, voilà. T'étais en dépression sans avoir le mot posé dessus, mais plus que, enfin, c'était plus profond que ça, en fait. Et pendant cette étape-là, justement, cette étape post le décès de ton père, professionnellement, tu fais quelque chose ou non. Justement t'es complètement fermé. Alors un petit système. Peu avec l'impulsion de ma mère, etc. Pour me sortir de cette léthargie et de ce noir là complet, je suis allé faire des missions, de l'intérim pour aller m'occuper l'esprit, etc. Dans quel domaine? J'ai tout fait. Okay. J'ai fait des bordures de trottoirs, j'ai fait des fours chez Brandt, pour pas les citer, voilà. J'ai
plein de missions diverses et variées. Ouais, c'était vraiment pour t'occuper et t'occuper l'esprit d'une certaine manière. Et un jour, j'ai fait des fenêtres aussi dans une entreprise de menuiserie. Et un jour, j'ai rencontré un monsieur qui m'a dit, écoute, t'as 20 ans, t'as la vie devant toi. Moi, j'en ai 45, je crois, de mémoire. On échangeait pas mal. C'était un peu mon tuteur dans l'entreprise et tout. Il me dit, regarde où j'en suis moi à 45 ans. Ça peut pas être un objectif de vie pour toi. Et en fait, cette conversation-là que j'ai eue avec lui, je l'ai encore. Elle est marquée et je me suis dit, ce monsieur-là a raison, en fait. Et ça a été un premier événement qui m'a, comment je vais te dire, qui t'a remis dans le bon sens. Qui m'a remis dans le bon sens, même si, on est encore loin du compte et voilà, mais ça m'est resté gravé, si tu veux. En tout cas, c'est le coup de pied au cul que tu prends, entre guillemets, d'une certaine manière, qui te permet d'arrêter de tomber et qui te dit, allez. Qui me dit, au moins, qui me stabilise et qui me dit, tu vaux mieux que ça. Et quand je dis ça, je porte pas de jugement sur le métier et sur la valeur du monsieur mais j'ai pris ça comme un conseil, en fait. Ouais. Et donc voilà. Et après, si tu veux, j'ai repris un peu des études, mais toujours dans cette optique de bulle, de voilà. J'ai regardé ce qui se faisait autour de moi. Donc moi, je suis de Touraine. À Tours, il y avait pas 50 millions de trucs. Vu mon dossier scolaire, on va dire ça comme ça, j'étais pas le premier qu'on accueillait. Donc j'ai pu un DUT gestion des entreprises, je crois. Ok. Ça a été un échec. Parce que j'avais pas envie. Ouais. Voilà. Première année, j'ai dû faire une année, une première année, une deuxième première année. Okay. Et puis après, au bout d'un moment, on a dit stop. J'ai arrêté. Là, pendant quelques mois, j'ai rien fait de ma vie, littéralement, à part la fête. Voilà, j'ai hérité de pas mal d'argent. Le premier truc, quand c'est arrivé, j'ai dit à ma mère que je voulais pas de cet argent-là. Ma mère m'a dit légalement, t'es obligé. Et en fait, j'ai tout dilapidé. Okay. C'est pas compliqué. Dans tout ce qui est futile. Ouais. Voilà. Je vais pas rentrer dans les détails, mais c'était pas. Mais quand t'as 20 ans, que t'as une somme, plusieurs zéros, machin, Ouais, puis à ce moment-là, tu te cherches quand même et t'as un certain aussi mal-être parce que t'es pas dans la bonne voie et tu connais pas. Là, à ce moment-là, tu connais pas du tout ta voie et tu sais pas du tout où tu dois aller. En plus de ça, t'avais un rêve. Et pour le coup, être pilote, c'est un rêve beaucoup de petits garçons, je pense, ont ce rêve-là. C'est un truc, être pilote. Et toi, en fait, malheureusement, tu dois vivre avec ce fait de dire, je me suis moi-même coupé les ailes, en fait. Et je continue à le faire, alors que, quelqu'un d'intelligent à l'époque se serait servi de ce capital pour optimiser plein de choses, etc. En fait, moi, je continuais à me saborder, parce que je comprenais pas, en fait, le pourquoi mon père, etc. Bon, bref, et Bien tout. Sûr. Et puis après, donc j'ai eu une grosse période de léthargie où, cette bulle là, etc. Je te dis, j'ai pas vu mon petit frère grandir. Et le jour où j'ai ouvert les yeux, il devait avoir 15-16 ans peut-être, quelque chose comme ça. Donc ouais, c'est une période qui a duré assez longtemps. Cette période-là assez longue. Et j'ai commencé à me sortir. Alors j'ai rencontré, je cherchais du boulot. Le premier truc qu'on m'a conseillé quand t'as pas forcément de diplôme ou c'était dans la gestion de patrimoine. C'était une boîte à Toulouse qui recrutait à tour de bras, etc. Donc j'arrive à la première journée de formation, Ferrari, yacht, les montres de luxe, etc. Mais il y avait dans le discours, il y avait quand même quelque chose qui m'interpellait. Et pourquoi montrer ça tout de suite? Voilà. Donc j'étais déjà méfiant, si tu veux. J'ai été pris, pas payé. Donc t'étais payé sur ce que tu faisais, etc., ce que tu ramenais comme business, et c'était un système pyramidal. Okay. Donc tu avais les têtes de réseau qui s'engraissaient allègrement. Toi, t'arrivais tout en bas, t'es le dernier maillon de la chaîne, tu prends que les miettes. Ouais, d'accord.
Et puis ça a duré. C'était pas trop légiféré, je sais pas si, le terme. Voilà. Et donc il y avait un espèce de flou juridique, on va dire ça comme ça à l'époque. Okay. Et ils ont commencé à s'en rendre compte, donc ils ont commencé à vouloir mettre un peu d'ordre dans tout ça. Donc il a commencé il fallait des diplômes, valider ce genre de choses, etc. Donc j'ai fait en parallèle, j'ai fait une capacité, je crois, de mémoire. Alors, tu as plusieurs niveaux, je sais plus dans quel ordre c'est, mais tu as la capacité. Et après, ça m'a permis de pouvoir faire un master en gestion de patrimoine. Alors, j'ai que le 1, c'est l'équivalent, mais c'est validé comme master 1, en candidat libre, en parallèle de ce que je faisais comme activité. Mais c'était pas... sans vouloir dénigrer, mais c'était malsain. Okay. Et on me demandait d'aller voir les gens que tu connais. Et si tu veux, j'ai entendu dans des réunions allègrement le mot entubé. Voilà, et des gens ne s'en cachaient pas. Et je me suis dit, moi, les gens que je connais, ma famille, mes amis, je peux pas, en fait. Ouais, bien sûr. Même si je vais gagner de l'argent, je peux pas le faire en ayant une once de me dire que non, c'est pas possible. Ouais, donc c'est pas ça. Exactement, voilà. Et en fait, je me suis dit c'est pas possible. Donc j'avais ce master là, j'ai intégré un cabinet de gestion de patrimoine, vraiment professionnel, etc. Pas de souci. Mais en fait, j'étais cantonné à faire les rendez-vous, les R1 quoi. Ouais. Tu prends les infos, nom, prénom, machin, la situation, un audit mais très superficiel. Et puis après, mon travail s'arrêtait là en fait. Et tout ce qui devenait intéressant par la suite, tout ce qui est placement financier, les allocations d'actifs, etc. Ce qui moi m'intéressait pour le coup, j'y avais pas trop accès. Donc c'était moi mes clients, mais sur mes clients, et en fait, je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Servir de photocopieuse, d'appuyer sur le bouton, faire les rendez-vous, me déplacer et tout, c'est bien. Mais si tu vas pas jusqu'au bout du dossier, alors que ce sont tes clients, ça me posait un problème. Donc après, j'ai bifurqué dans l'immobilier. Okay. Donc c'est un peu le lien, c'est un peu le parcours inverse avec le tien. Mais et dans l'immobilier, parce que je m'étais toujours dit, j'ai pas de connaissances là-dedans, mais ça m'a toujours plus ou moins intéressé. Donc la gestion de patrimoine, t'en avais, c'est un peu différent quand même de l'immobilier au sens où tu le pratiques, mais t'en avais un peu. Et donc je me suis dit, je fais plus de gestion de patrimoine, mais je vais dans l'immobilier. Et dans l'immobilier, en fait, ça m'a fait prendre conscience que je ne savais pas vendre. C'est toujours un problème aujourd'hui. T'avais pas ce côté commercial. Voilà. Je suis entouré de gens qui, pour le coup, l'ont, si tu veux. Mais moi, j'ai persévéré dans cette voie-là, en fait. T'avais toujours ce lien de commercial dans cette, ce lien commercial dans mon parcours, en fait. Ouais. Et j'ai été licencié à 30 ans. Je venais d'être papa en plus. Donc là, on avance un peu dans le temps, mais et en fait, ce licenciement aujourd'hui, c'est une bénédiction parce que ça m'a permis de mettre tout à plat et de me rendre compte qu'en fait, justement, ce que je viens de te dire, le métier de commercial et la fibre commerciale, c'était pas quelque chose de fait pour moi. J'avais la boule au ventre, tu vois. J'ai fait un peu de vente de produits chimiques pour le bâtiment, tu vois. Et j'arrivais même pas à sortir de ma bagnole. Après, c'est vrai que dans l'immobilier, pour le coup, qui est un domaine que je maîtrise, il est vrai que le métier de commercial, il faut pas forcément de qualification pour le faire. On peut se reconvertir en tant que commercial. Il y a des formations en interne, etc. Mais c'est vrai qu'il y a pas forcément de formation. Maintenant, c'est vrai que tout le monde n'est pas né commercial. C'est un vrai. On peut le devenir. On peut le devenir, mais bon, ça prend du temps. Il faut surtout avoir une certaine. On l'a en nous, en fait. Mais on le découvre, mais on l'a en nous. Exactement. Et donc là, t'arrives à 30 ans, donc t'es papa.
tu t'es assagi visiblement, voilà. mais t'arrives finalement à Carrefour puisque c'est pas anodin quand même, tu te fais licencier et c'est jamais facile. Alors j'ai appris, c'était pas pour mon travail, mais c'est parce qu'il y avait d'autres projets derrière qui se faisaient en coulisses pour lesquels j'étais pas au courant et je faisais pas partie des plans. Ok. Et donc là, comment on se pose et comment on se dit, bah ok. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai 30 ans, je suis papa, donc je suis avec ma femme. Mon gamin avait 6 mois. Donc je me souviens très très bien le jour où je suis rentré, où je l'ai appris. Je suis rentré à la maison, c'était dur. Mon gamin, il comprenait pas évidemment. Ma femme, était surprise et on accuse le coup. Mais très vite, je me dis, faut que tu fasses quelque chose de ta vie. Qu'est-ce que tu veux faire, etc. Et une introspection profonde. Donc ça a duré un peu de temps quand même, mais autour de moi, depuis un moment, on me disait, mais pourquoi tu persévères dans cette voie-là alors que et je l'entendais, mais je l'intégrais. C'est comme si je l'intégrais pas, si tu veux. Et là, je me suis dit, ils ont peut-être raison. Ils ont certainement raison. Faut faire autre chose, mais quoi? Et donc on a cogité. Et j'ai toujours eu une petite musique, en fait. J'ai eu un grand-père qui travaillait le bois beaucoup, qui était très manuel. Mon père aussi, d'ailleurs. Je me suis dit, essaye. On va essayer de faire des choses de ses mains, etc. Donc j'ai commencé à faire, sans prétention, des choses en bois. Ça a été une révélation et je commençais à m'éclater, chose que je n'avais jamais ressentie avant, si tu veux, le fait de créer des choses. Et pour la première fois, tu as retrouvé un sens dans ce que tu faisais. Il y en avait littéralement un. Ouais. Et l'avantage aussi, je pense là pour le coup dans ton parcours et ce qu'on voit, c'est que finalement toutes tes étapes où tu t'es clairement planté de chemin, étape après étape, etc. Et tu le dis très bien. Et à 30 ans, t'as ce moment où tu vas peut-être lié à ces étapes-là. T'as cette intelligence de te poser 2 secondes et de te poser finalement les bonnes questions qui vont t'amener donc à ce travail qui devient un travail manuel. Et donc c'est ce que tu me disais aussi, c'est que en off, lorsqu'on était au téléphone, tu me parlais de ton expérience liée à l'art plastique avant, etc. Et tu me disais, j'étais nul en art plastique, nul en création, nul en dessin, mais je me suis dit, après tout, c'est pas parce que on est nul à un moment donné que on peut l'être toute sa vie, en fait. Et il y a qu'en osant alors je vais parler à la première personne, il y a qu'en osant que j'arriverai à quelque chose. Après, le résultat, c'est un autre sujet, mais il faut oser, voilà. Et je tire les leçons de ma vie passée, notamment pour le fait d'être pilote, où j'avais pas osé. Et là, en fait, la bascule s'est opérée à ce moment-là, si tu veux. Et je me suis dit, c'est un regret. Je reviens sur le pilote de chasse. T'en auras plus. Ose et tu verras va au bout des choses. Enfin voilà. Et après, t'en auras plus des regrets. Si tu vas au bout des choses, tu t'auras rien à te reprocher. Voilà. Et donc là, tu te lances dans ce travail manuel. Donc tu travailles le bois, tu fais des meubles en bois. Comment déjà le vit ta femme finalement, puisque vous avez quand même un enfant. Je suppose que tu gagnes pas des milliers et des cents avec tes meubles au démarrage. Non. Comment vous le vivez finalement dans un contexte familial? Alors, et puis quelle est cette évolution par la suite? Compliqué financièrement parlant. J'ai la chance d'avoir une femme qui a une situation stable. Voilà. Moi, on m'a toujours qualifié d'instable, qui savait jamais ce qu'il voulait, etc. Je l'entendais, si tu veux, mais moi, j'ai toujours dit à mes parents, vous me choisissez un parcours, je me ferai par moi-même. Sans prétention, mais j'ai toujours eu intimement cette conviction-là que j'arriverais à me débrouiller par moi-même. Ça a mis du temps, on va y venir après, mais aujourd'hui c'est une belle revanche.
c'est que le début, mais c'est une belle revanche. Et pour revenir sur ma femme, le fait qu'elle ait une situation stable financièrement parlant, ça a permis de mon côté, prendre un autre chemin. On va pas se mentir, hein, c'est sûr. Alors c'est sûr que le niveau de vie il a baissé. C'est des sacrifices. Mais elle te soutient à ce moment-là dans ce projet-là. Elle me soutient. On avait une maison. Alors on est parti de Tours pour aller s'isoler à la campagne. Aujourd'hui, on s'en rend compte avec les enfants qui grandissent. Il faut courir à droite, à gauche, les sports des uns, des autres, machin et tout. Bon, voilà. Mais notre but, c'était à la base, quand on est allé à la campagne, c'était de prendre un projet brut. Et c'est là le lien encore avec mon père, je pense, avec le recul, c'est que moi, avec mon père, si tu veux, quand il a refait plein de baraques, etc., de ses mains, il savait tout faire, mais moi, j'avais le droit que de regarder. Ou alors, il m'appelait à la fin pour faire la poussière, pour nettoyer le chantier, et voilà. Mais en fait, pendant toutes ces années, depuis que je suis tout petit, j'ai observé mon père faire. Et cette connaissance, mais j'avais jamais réellement fait, si tu veux. Et cette connaissance que j'ai emmagasinée à le voir faire, les gens m'en pensaient pas capable. Et ben, je me suis dit, vous m'en pensez pas capable, je vais vous prouver que vous vous trompez, je vais acheter une maison la plus brute possible, et je vais le faire. Et c'est ce qu'on a fait avec ma femme. On a acheté une maison la plus brute possible, et on a mis des années à la faire, mais au moins on est parti de rien, et on a tout construit à l'intérieur, de A à Z. Avec mes mains, avec nos mains. Je reviens sur le bois. En fait, mon idée, c'était de travailler le bois. Alors, du bois de récup, plus communément appelé de la palette. Mais le but, c'était, si tu veux, de transformer ce bois, de faire oublier à mes futurs clients que c'était du bois de récup, mais que c'était certes un déchet, mais qu'avec des déchets, on pouvait faire de belles choses. C'était ça mon lien. Après, sur la partie écologique entre guillemets, c'est que, t'avais des palettes qui étaient, on abat des arbres, on fait des palettes. Des fois, il y a des palettes qui font un transport, qui finissent broyées. En fait, c'était un non-sens complet. Et d'autres l'avaient fait, d'autres le faisaient, voilà. Mais mon idée, c'était de sortir un peu on met la mode indus, on met 4 roues sous une palette, et puis, voilà. Je respecte, et voilà. Quand tu vois les prix sur le Bon Coin de 4 roues sous une palette, moi, ça me fait, ils vendaient ça 500 balles. Je me disais, bon, voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais et donc j'ai pris des palettes, j'avais un fournisseur et j'en achetais en grosse quantité, je les dézinguais et j'en faisais un peu ce que je fais maintenant, si tu veux, mais en bois. Et en fait, un jour, j'ai une grosse commande d'un client. Et comme c'est du bois, c'est une matière vivante, naturelle, qui bouge, qui travaille, etc. Donc mes clients étaient au courant. Et donc la commande s'est faite en 2 parties. Il y avait une table basse, il y avait un buffet et une bibliothèque. Et je fais la table basse et la bibliothèque et le buffet en deuxième partie. Et en fait, je fais la table. Donc je sais plus combien ça représentait, mais c'était de la mosaïque, etc. Donc tu voyais plus que c'était une palette. Ouais. Et elle est restée à la maison, le temps que je fasse le deuxième meuble, etc. Je livre au client. Le client super content, etc. Donc je prends mes dispositions en lui expliquant que c'était du bois naturel, en plus du bois de récup. Donc qui dit récup, ça peut être humide, etc. Bon, moi la table est restée 1 mois et demi peut-être à la maison, si tu veux, elle n'avait pas bougé. Parce que je connaissais et j'ai respecté un peu, voilà. Bon, pas de souci. Le client très content. On sent la galère. Elle arrive. Elle arrive. Et ça m'a fait mal au cœur. Tu vas, vous allez comprendre pourquoi. Et c'est que au moment donc je livre, je fais la deuxième partie de la commande. Je livre la deuxième partie de commande. J'arrive et là je vois mon travail complètement défoncé en fait. Parce qu'ils n'avaient pas forcément écouté les conseils que je leur avais donnés. Et en fait, littéralement, la table basse était à côté du poêle à bois. Et en fait, la table a... ça avait plus rien à voir avec
avec ce que j'avais fait, ce que j'avais livré, et tout avait sauté, etc. Le bois, évidemment, c'était fendu de partout et tout. Et en fait, ça m'a fait mal. J'y avais passé des dizaines et des dizaines d'heures et tout, et de voir le résultat, parce que il n'avait pas forcément écouté mon conseil. Après, il fait ce qu'il veut. Mais si tu veux, c'est de voir que tu mets autant d'implication dans ce que tu fais et parce qu'on n'écoute pas, de voir le résultat. En fait, ça a été, je me suis dit non, c'est pas possible en fait. Je peux pas. Non seulement si il y en a pas plus que ça, comme je fais, c'est qu'il y a une raison. C'est certainement celle-ci. Donc premier point. Et deuxième point, je peux pas passer autant de temps pour un résultat qui, si on n'écoute pas, devienne catastrophique. Enfin voilà. J'ai d'autres projets où les gens ont écouté, les gens sont contents, il y a pas de souci. Enfin voilà, si tu veux. Mais à ce moment-là, ça a été un déclic. Je me suis dit non, c'est pas possible. Et donc là, t'as cette commande-là, t'as le déclic en te disant ok, le bois, je suis arrivé à la limite, ça crée une frustration. Alors t'as ça, et puis t'as le fait que forcément sur les réseaux sociaux, tu scrolles un peu et tout, tu regardes des objets en bois, et je voulais tendre vers ça en fait. Et la frustration, elle est là aussi, c'est que certes tu rentres dans là-dedans en autodidacte, mais je me rends compte que je reste limité techniquement. Pour ce que je fais, les meules que je fais, ça va si tu veux, mais je voulais aller encore plus loin. Et en fait, j'avais pas forcément les connaissances techniques, le bagage technique, le matériel, et je me suis dit, cet épisode-là, ça a été un déclic pour me dire non, c'est pas possible. Et je scrolle sur les réseaux sociaux en me disant qu'est-ce que tu vas faire, etc., etc. Et je tombe sur un meuble en marqueterie de paille. Et là, ce jour-là, ça a changé ma vie. Je me dis, mais putain, je suis grossier, pardon, mais c'est avec ça que je vais m'éclater. Alors, pour revenir justement là-dessus, la marqueterie de paille, qui est, pour le coup, moi, je l'ai découvert avec toi, je connaissais absolument pas. Ça consiste en quoi ? Juste pour expliquer aux gens justement la différence ou la spécificité. Donc là, on parle plus de bois, on parle de paille. Voilà. Et toute la spécificité qui va changer justement avec cette nouvelle technique. Alors en fait, c'est un artisanat d'art qui revient au goût du jour, si tu veux. Mais la technique a 400 ans à peu près. Et en fait, c'était utilisé par les bagnards à l'époque. Ils faisaient des petites boîtes ou pour tuer le temps. Il y a eu une grosse époque de la marqueterie de paille à l'époque Art déco, où c'était de l'ornemental, des motifs, etc., où tu avais des panneaux, ce qu'on retrouve un peu aujourd'hui. C'était l'âge d'or de la discipline, vraiment. Et c'est retombé dans l'oubli. Et en fait, il y a une dame qui s'appelle Lison de Caunes. Alors, je fais pas de pub, mais voilà. Ça doit être la petite fille, je crois, si je dis pas de bêtises, à vérifier, du monsieur qui a porté ça à son apogée à l'époque Art déco, et en fait qui a repris le flambeau familial et dans son atelier, qui faisait beaucoup de restauration, etc., et puis qui aujourd'hui en a fait ce qui est devenu la marqueterie de paille, c'est-à-dire j'aime pas parler de niche, mais du luxe, parce que c'est très très long à faire, très minutieux, de la résilience, etc., etc. Et moi, le parti pris, donc je reviens sur ce que je te disais tout à l'heure, je tombe sur ce meuble-là, je me dis, déjà, c'était un meuble bleu. Donc, à la couleur. Du bois bleu, il y en a pas beaucoup. Alors, tu peux l'avoir teinté, voilà. De la paille aussi bleue, tu me diras, il y en a pas beaucoup, mais il y a de la couleur. Et en fait, donc, je commence à fouiller, etc., à me renseigner, mais dans la foulée, quasiment. Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Comment c'est fait? Qui fait ça? Qui en fait? Tu connaissais avant ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je connaissais la marqueterie de bois. Okay. Pour le coup, et en fait, si tu veux, on avait pour habitude de dire que la marqueterie de paille, c'était le parent pauvre de la marqueterie de bois. La marqueterie boule, par exemple, c'est les gens qui avaient les moyens à l'époque avaient du mobilier marqueté en bois. Et ceux en paille, c'était un peu les classes en dessous. Voilà. Et aujourd'hui, ça s'est au moins rééquilibré.
Si tu veux, des très beaux mobiliers en bois, etc. Je veux pas me faire d'ennemis, pas du tout. Voilà. Mais aujourd'hui, la marqueterie de paille a clairement le vent en poupe. Enfin voilà. Et puis on sort un peu de tous les motifs qu'on a pu voir avant, des motifs floraux, enfin des scènes de chasse, etc., etc. Ouais. C'est devenu complètement contemporain, et le but c'est de l'intégrer dans l'époque dans laquelle on vit. Et moi c'est le virage que j'ai souhaité prendre, si tu veux, quand j'ai opéré cette bascule là. J'ai fait juste 2 jours de formation auprès d'une dame qui s'est formée auprès des maîtres d'art, donc qui a reçu une connaissance technique des références de la discipline, et qui me l'a transmis le lundi, le mardi, et le mercredi j'avais un peu de paille, j'avais des supports, et j'ai commencé à travailler, à faire mes premiers tableaux dès le mercredi matin. Je me revois sur ma table, enfin voilà, c'était les premières fois que j'utilisais ça, donc j'étais très stressé, parce que si tu veux, ça avait été un tel choc, et j'avais placé un tel espoir là-dedans que je connaissais pas. Je me suis dit, est-ce que je vais être à l'aise avec les gestes, la discipline, enfin la paille, la patience, la minutie, etc. Il en fallait dans le bois, mais là on est encore sur un step au-dessus. Et au bout d'1 heure, ma prof, le lundi, déjà me croyait pas que j'en avais jamais fait. Okay. Elle me dit, rassure-toi, ça va bien se passer. Ok. Et tout de suite, je lui ai dit, donc entre le moment où je suis tombé sur le meuble et où j'ai commencé ma formation, il s'est peut-être écoulé, allez, 1 mois et demi, si tu veux. Ouais, ça a été très rapide. Ça a été très rapide, parce que j'avais vraiment besoin d'être actif, en fait. Et j'ai voulu me former à Paris. À Paris, il y avait 6 mois de délai. Moi, je leur ai dit non, c'est pas possible. Je comprends, hein, mais moi, c'est pas possible. Faut que ça soit après-demain, façon de parler. Mais voilà. Et donc, on m'a redirigé sur cette dame-là. Et cette dame-là, ça a été un peu plus rapide. Et j'ai pu, du coup, j'ai reçu les gestes basiques, en fait. Mais si tu veux, la discipline, les gestes restent très basiques, très sommaires. Par contre, c'est la répétition. Et c'est ça qui sur le long terme, et faut être capable de la résilience, tu vois, de faire ces gestes-là toute la journée, pendant des dizaines d'heures, toute la semaine, des mois durant, etc. Et c'est là où on se rend pas compte, parce que pour le coup, moi, je connaissais pas du tout, encore une fois, et c'est toi qui m'a initié et donné les informations liées à la marqueterie de paille. Donc, on a un exemple ici que tu m'as amené, et je t'en remercie. C'est un travail vraiment d'orfèvre, c'est-à-dire que c'est vraiment petite paille par petite paille que tu poses, tout est fait à la main. Exactement. Donc il y a un travail de minutie extraordinaire par rapport à ça. Et donc là, de ce que j'entends, c'est en l'espace de donc une formation de 2 jours, et après de la pratique, mais en tout cas tu tombes vite dedans et tu sens vite que ça y est, c'est ton truc, et t'y es, quoi. Ça a changé ma vie, et en fait à partir du moment où j'ai reçu cette connaissance et ce bagage technique, je savais ce qui se faisait dans la discipline, etc. Sans jugement, c'était toujours plus ou moins la même chose. C'était des panneaux muraux, qui sont très beaux au demeurant, hein, pas de souci. Mais en fait, et très peu faisaient des tableaux, et encore moins de l'art, si tu veux. Enfin, j'aime pas les étiquettes, mais voilà. Et moi, j'ai dit à ma prof, moi, j'adore le street art, par exemple, et j'ai commencé par là, par faire des petits invaders. Alors, j'aurais pu en ramener un. J'adore l'artiste. Sur Google, ça m'agace, parce que une fois, j'ai fait une interview où et ils ont mis Guillaume Ducato, le disciple d'Invader. Je suis pas son disciple. Voilà, Guillaume Ducato, il fait de la marqueterie de paille. Il trouvait intéressant de faire le lien entre un truc ultra contemporain dans la rue, en mosaïque, en carrelage, voilà, et une technique qui a 400 ans, et de mixer les 2 univers. Et donc je dis ça à ma prof me dit, c'est une super idée, fonce, voilà. Et donc j'ai commencé par ça, si tu veux. Mais j'en ai fait un temps. De temps en temps, j'ai des commandes, donc j'en refais.
Je ne fais pas les modèles d'Invader, par exemple, parce qu'on me l'a déjà demandé. Hein, des gens, ils prennent dans la rue les photos, ils me disent, est-ce que tu peux non, ça m'intéresse pas. Il y a suffisamment de couleurs avec les motifs du jeu vidéo pour, voilà. Après, je surfe sur le phénomène et voilà. Maintenant, je fais autre chose. Ce pourquoi tu m'as connu, par exemple, le maillot de Tony Parker, que j'ai pu lui remettre en main propre. Voilà, c'est ce genre de projet qui m'anime vraiment. Ouais, là, ce qu'il faut bien comprendre, et de toute façon, on mettra les liens dans la description, etc., c'est qu'aujourd'hui, c'est vraiment des œuvres d'art que tu fais. Ouais, c'est vraiment des tableaux. Voilà, il y en a plein, il y a plein d'exemples. Tu fais plein de choses différentes. C'est ça. Aujourd'hui, comment toi, t'as réussi finalement de passer de je travaille le bois, j'ai la marqueterie de paille. Maintenant, je me fais connaître, finalement. Donc là, on revient dans la partie, tu dois partir complètement, encore une fois, à l'opposé, parce que tu dois partir de l'artisanal pour aller vendre ce que tu es en train de faire. Est-ce que finalement, ça se fait de manière naturelle, c'est du bouche à oreille, ou est-ce que le destin t'a mis une ou deux personnes sur ton chemin qui finalement t'ont permis d'avoir cette propulsion tout de suite? Je crois beaucoup au destin. Tout ce qui m'arrive devait m'arriver, et tout ce qui devra m'arriver m'arrivera. Ouais, c'est écrit. C'est écrit. Alors c'est un long processus tout ça, mais c'est la vie et c'est l'enseignement que j'en fais jusqu'à. Mais j'y crois beaucoup. C'est et en fait aujourd'hui comme je te l'ai dit, je voulais plus avoir de regrets et j'enfonce toutes les portes qui me sont permises d'enfoncer en fait. Et je me refuse plus rien, alors en restant dans le respect évidemment et voilà, mais je frappe à toutes les portes et je veux montrer que j'existe et que à côté des gros ateliers, il y a aussi d'autres personnes qui font autre chose que les gros ateliers et c'est complémentaire. Enfin, moi, c'est plus le côté artistique qui m'intéresse. J'ai un client aux États-Unis, il m'a commandé un tableau, si tu veux, on s'était pas compris. Il m'avait commandé un Goldorak. Il reçoit son tableau et en fait, il pensait recevoir une peinture. Et en fait, quand il a ouvert la caisse, il ouvre et il me dit je comprends pas, je croyais avoir une peinture et tout. Donc il était agréablement surpris, mais il me dit ça brille, machin et tout. Il m'en a recommandé un deuxième, donc un Mario, dans le même format pour avoir une série, une logique dans ça. Et en fait, c'est complémentaire. C'est différent de ce qu'on a l'habitude de voir un amateur d'art qui soit collectionneur ou pas, mais t'as une peinture, tu peux avoir tout à fait un tableau en marqueterie de paille et ça match avec tout en fait. Alors ça attire beaucoup l'œil parce que ça brille, mais si tu veux, c'est pas pour venir supplanter les tableaux, mais chez un collectionneur, c'est quasiment certain qu'il n'aura pas un tableau en marqueterie de paille. Ça encore plus contemporain. Enfin voilà, y a plein de projets que je développe avec des logos de boîtes, etc. Il y a plein de choses à faire. Mais ce qui est incroyable, c'est que c'est vrai que, et on en discutait avant de tourner, ce qui est impressionnant, c'est que sur les photos, en tout cas sur tes réseaux, etc., ça fait des vraies toiles. Clairement, on voit pas le détail. En tout cas, ça fait ultra naturel. On a l'impression que vraiment c'est quasiment une photo. Et là, quand on l'a à proximité, on voit le détail, on voit chaque paille les unes derrière les autres. Tu le disais très bien, mais c'est vrai qu'il y a un vrai changement de couleur. C'est-à-dire, quel que soit dans la pièce où est-ce qu'on est, en fonction de la lumière, même de l'extérieur, ça va donner des choses différentes. Exactement. Donc, finalement, c'est quelque chose qui vit un peu tout le temps. Exactement. Donc, j'entends assez bien le côté artistique. Aujourd'hui, par rapport à ça, et maintenant que tu as trouvé ta voie complète et que tu deviens reconnu pour ça, quel est ton rêve lié à ça? Ou est-ce qu'il y a une œuvre que tu as envie de faire? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui tu as envie de travailler? Quels sont tes objectifs par rapport à ça? Alors aujourd'hui, je travaille pour des grandes maisons, du luxe. Il y a d'autres collaborations qui sont en cours de discussion et voilà. En fait, mon objectif, c'est d'amener de la marqueterie de paille là où on ne l'attend pas, si tu veux. Je reviens sur le maillot de Parker, si tu veux.
ça me une grande fierté pour moi. Parce que déjà je suis basketteur, donc Tony Parker ça me parle. Mais ce genre de projet m'anime. Voilà. J'ai fait celui de Tony Parker. J'aimerais bien faire celui de Mbappé. Enfin voilà, de Jordan. Et aller Jordan c'est mon idole ultime, c'est le GOAT ultime au bout. Enfin voilà, bon je fais du basket depuis que j'ai 3 ans, donc voilà, il était là avant Tony Parker, mais enfin pour en avoir discuté avec Tony, on partage le même idole, donc voilà, donc et je lui ai dit il a plus qu'à être en relation. Ouais, idéalement si Tony il voit cette vidéo là et que enfin voilà, bon il le connaît évidemment, parce que je lui ai dit t'as joué pour lui, il a joué dans son club et tout, il m'a dit j'ai joué aussi contre lui, et c'est vrai, enfin voilà, donc j'ai plus de limites. Ouais. Aujourd'hui j'ai plus de limites, je m'autorise tout. Je pense que dans la discipline ça plaît pas à tout le monde. Par exemple, j'ai travaillé avec une qui est devenue une amie, qui fait du graffiti, du graphe, etc. Mais l'association artisanat d'art graffiti, je me suis dit pourquoi pas. On a fait un premier essai. Sans savoir où on allait, si tu veux. Et en fait, je fais le tableau, je lui envoie, elle travaille sur mon tableau. Elle m'envoie les photos, on le publie, même pas 24 heures après, il était vendu. On s'est dit, on tient quelque chose. Enfin, c'est que ce mix entre deux mondes que tout semble opposer, il y a une demande, donc on en a fait d'autres depuis. On en a encore 2, je crois, en stock, mais je fais pas de pub, mais voilà. Les autres sont tous partis, et en fait, chaque œuvre est unique. Parce que déjà chaque paille est unique. Si tu veux, quand tu prends une botte de paille, elles sont toutes bleues, un bleu particulier. Je te dis n'importe quoi, une référence particulière. Mais dans cette référence particulière, t'en as pas une identique. Donc en fait, après c'est tout le jeu de la magie le matériau est magique. Ouais. Donc tout est possible aujourd'hui. Bon le prochain coup, il faudra que tu me montres comment tu fais directement sur place, parce que effectivement ça a l'air d'être assez technique par rapport à ça. On arrive vers la fin du podcast. Première chose, la réponse je l'ai bien évidemment, c'est par rapport à ta reconversion réussie, mais ce qui me frappe dans ton témoignage, c'est que finalement tout ton parcours et le moment où t'en arrives ici, c'est finalement une revanche sur tout ce qu'on t'a bloqué au démarrage, d'une certaine manière. Je le prends un peu comme tel, ouais. C'est comme ça que moi je le sens, et comme ça que que je ressens les émotions que t'as, même en parlant à ton papa. Finalement, quasiment en arrivant au bout du process, tu le remercies lui, finalement d'avoir été un peu, de t'avoir imposé un chemin qui finalement t'a permis de trouver le bon au bout. Exactement. Donc il m'a toujours dit crois en toi. Ouais. Ça c'est très important, et c'est le message aussi que je peux faire passer, c'est aux gens qui se posent des questions, si c'est le moment de se reconvertir. Je t'ai coupé, excuse-moi. Non, mais ça sera ma dernière question, c'est justement le conseil, donc vas-y, je t'en prie. J'anticipe un peu, mais c'est de croire en soi et de jamais rien lâcher, et que de toute façon si ça ne doit pas marcher, au moins il y aura pas de regret, et c'est déjà un apprentissage. Voilà. Donc si c'est pas ça, c'est que c'est peut-être autre chose, mais une leçon. Voilà. C'est déjà une leçon, et donc d'une leçon à une leçon, en fait, on arrive. Je pense qu'on a tous un chemin, en fait, et que il faut juste savoir s'écouter, se faire confiance et oser. En tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage. Votre message d'espoir, c'est pour tous ceux qui sont mauvais en art plastique. Peut-être qu'un jour, vous pourrez faire des œuvres d'art. En tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage, et on va suivre de très près tes prochaines œuvres, parce que c'est vraiment fascinant, et allez tous voir à quoi représente la marqueterie de paille. Merci à toi. Merci, à bientôt. Merci d'avoir regardé et écouté cet épisode. N'hésite pas à t'abonner et à le partager à ton réseau. Si tu souhaites avancer dans ton projet de reconversion professionnelle, n'hésite pas à me contacter via le lien en description. On se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode.